Il est 19h, tout pile, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir ou rebonsoir. Comme l'indique l'heure, ainsi que le petit logo qui est ici, vous êtes là pour le 19h, nous sommes jeudi le 13 février 2025, et voici le sommaire, pour bien commencer l'émission. Alors, à la une, ça va aller assez vite, mais on va parler des législatives de 2024, parce qu'il va y avoir des législatives partielles dans le Jura. Alors, ce n'est pas la première législative partielle qu'il y a, il y en a déjà eu depuis 2024, mais, mais celle-là, elle m'a bien fait rire, vous allez comprendre pourquoi. Après notre petit tour de France des faits divers, on parlera d'une bonne nouvelle. À l'international, j'avais pas trop d'actu, je me suis dit, allez, pour une fois, ici, on partageait une bonne nouvelle. Alors, c'est pas une bonne nouvelle pour nous, mais pour quelqu'un, voilà. On parlera d'une grève en France, la grève générale du secteur du jeu vidéo. On en parlera un petit peu, ça a eu lieu aujourd'hui, je sais pas trop si ça a été suivi, mais je sais que cette grève a existé. On parlera un petit peu des revendications de ce secteur. Pour finir l'émission, on parlera de sécurité routière et plus particulièrement du cas de l'Allemagne qui nous est dans les mérites de la non-limitation de vitesse sur une partie des autoroutes nous est en général constamment vantée. On parlera un petit peu de chiffres et on parlera aussi de sécurité routière avec le Clicker Story parce que d'après l'article que j'ai trouvé cette semaine, les 130 km/h sur autoroute, c'est fini, ça va monter. Alors bien sûr c'est faux, vous verrez à quel point c'est un carnage ce titre. Bref, c'est les titres du 19h pour m'accompagner ce soir. Alors en théorie, nous avons Anthony. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Et en théorie, nous avons Dianok. Bonsoir Dianok. Bonsoir. Oh putain, il est vraiment là, It's happening, Il y a les deux, dinguerie. Incroyable. Et voilà, je peux couper la musique du sommaire. Comment vont-je? Oui, j'utilise encore ce truc de merde. Ah là là. Est-ce que le sommaire vous donne envie pour l'instant? Je suis curieux. Tu es curieux. Ouais, alors évidemment, moi aussi, je suis curieux. En tout cas, comme d'habitude, ça fait déjà pas mal d'actualités à traiter, sachant que l'émission ne dure qu'une demi-heure, et même en théorie un peu moins. Alors, on peut pas parler de tout, et justement, de quoi on ne parlera pas cette semaine? Alors déjà, on en a un petit peu parlé dans l'espèce de before avant, mais la polémique autour de François Bayrou, voilà, allez voir l'enquête de Mediapart, ce sera déjà beaucoup plus simple. On ne parlera pas, parce que j'ai l'impression d'avoir entendu que ça de toute la semaine, du meurtre de la petite de 11 ans, Louise, par un gars qui s'était trop énervé sur Fortnite, d'après ce qu'ils a été dit hier. Bref, allez voir la presse. Et ce qui s'en dit, on ne parlera pas de l'attentat de Munich d'aujourd'hui. Décidément, l'actualité cette semaine est formidable. Et autre actualité un peu plus commerciale, on ne parlera pas de la Saint-Valentin, parce que déjà, la Saint-Valentin, c'est demain, et demain, c'est la sortie de Bref 2. Voilà. Très bien, bravo. Bref, alors, le sujet à la une, j'en parlais il y a quelques secondes, c'est cette législative partielle qui va avoir lieu dans le Jura. Alors, la raison en général pour qu'il y ait une législative partielle, c'est soit un député ou une députée du coup qui démissionne, soit une élection qui est invalidée par le Conseil constitutionnel. Et pour le coup, c'est la deuxième option. Alors, est-ce que vous vous souvenez des polémiques qu'il y avait autour de certains candidats du Rassemblement National? Je crois qu'il y avait des comptes de campagne qui n'étaient vraiment pas clairs ou des trucs qui étaient passés en compte de campagne mais qui étaient vraiment pas du tout concernant la campagne. C'est pas exactement, c'est même pas du tout ça. Ouais. En fait, essayé. la campagne des législatives de 2024, comme c'était des législatives anticipées, a été très 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 vite, et le Rassemblement National s'est fait beaucoup épingler par rapport au choix de ses candidats. Ce qui a été appelé même des brebis galeuses par la suite par Jordan Bardella. Eh ben, c'est la présence d'une de ces brebis galeuses, on va dire, lors de cette élection qui a du coup annulé l'élection d'une députée, les Républicains, du coup, Marie-Christine Dalloz. C'était parce qu'en face d'elle, il y avait ce fameux candidat RN qui était placé sous curatelle. Vous en avez sûrement entendu parler dans la presse. Il avait recueilli 32% des voix au premier tour et 34% au second tour. Et du coup, on est... alors attends, 6...
7-8 mois plus tard, et le Conseil constitutionnel du coup vient d'invalider du coup l'élection de la députée LR en disant que voilà, la présence irrégulière de Monsieur Mosca, étant donné qu'il était sous curatelle et que c'est interdit en France de se présenter à une élection en étant sous curatelle, a pu du coup affecter de manière déterminante la répartition des suffrages exprimés par les électeurs. Ainsi, alors même que cette circonstance n'est pas imputable à la candidate élue, cette irrégularité doit être regardée comme ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin. Voilà, c'est ce qu'il nous dit du coup le Conseil constitutionnel. Donc voilà, dans le Jura, dans cette circonscription en tout cas, il va falloir revenir au vote et ça me fume de rire parce que vraiment, genre, c'est des trucs qui avaient été pointés direct pendant la campagne et tout, genre, il y a des trucs qui allaient pas et tout le bordel, ils sont quand même allés au bout et ben voilà, on se retrouve avec, avec une députée qui se retrouve plus députée du coup, pour l'instant, enfin plus élue en tout cas, et il va falloir retourner aux urnes. Merci le Rassemblement National. Enfin, du coup, je suis en train de me dire, en vrai, ça peut être une bonne stratégie, parce que du coup, ça peut être l'occasion pour le Rassemblement National de mettre un candidat moins brebis galeuse, comme il l'appelle, et de le faire élire, vu les circonstances du moment. Enfin, bref. Ce qui serait une folie, en soi. Ce qui serait une folie. Voilà, c'était mon petit titre à la une. Je voulais mettre un petit peu ça en lumière. Dis-moi. Si je peux faire demande d'un petit rappel, curatelle, c'est quoi déjà? Sous curatelle, exactement. Alors, c'est exactement sous curatelle renforcée. Alors, comment on dit ça? Dianor qui aura peut-être mieux les termes que moi. Je vais essayer de check. Mais en gros, c'est quelqu'un, normalement, quand t'es mis sous curatelle, c'est que t'es plus. C'est que il est déterminé que t'es. Mesure judiciaire. T'es plus en mesure de prendre des décisions par toi-même ou un truc du genre. C'est. Ah oui, ok. En effet, altération en des gros, capacités physiques et corporelles. Voilà. C'est toutes tes décisions vont être contrôlées avant d'être validées. Ok. En très bien. Sachant que si vous voulez avoir plus d'informations, quoi de mieux que que le gouvernement en tant que source de l'État. Voilà. Très bien. Perdu un peu mes termes, désolé. D'ailleurs, de ce que je vois, le recours avait été déposé par la candidate du Nouveau Front Populaire qui s'était désistée pour le second tour. Je sais plus quand ça a été posé, mais genre juste après l'élection, il me semble. Voilà. Donc voilà, il a fallu un petit peu de temps pour prendre la décision pour le Conseil constitutionnel, mais c'est fait. C'était le petit titre à la une. Et en parlant de choses petites, vous savez qu'en général, après le titre à la une, après le petit titre à la une, il y a le seul, l'unique, le petit tour de France des faits divers. Bien évidemment, vous l'adorez, non. Mais c'est malgré lui la rubrique phare, on va dire. Et qui c'est qui le dit? C'est moi. Bon, alors... Aujourd'hui, c'est plutôt la petite diagonale de France des faits divers. J'ai 3 faits divers. On commencera par le nord-est, puis on ira au centre et on finira par le sud-ouest. Voilà, la diagonale. Là, on va le casser. Bref, allez, hop. Et merci Natixo. Enfin, du coup, Dianork. Putain, tu fais chier avec tes 2 pseudos, toi. Tu peux juste m'appeler Nico, hein. Tu fais chier. Un 3e pseudo. C'est un plaisir. Voilà, donc merci Nico d'avoir partagé le lien du service public, enfin de vos droits et tout le bordel, des articles de l'art. Voilà, je sais plus comment on parle en France. Bref, allez, le petit tour de France des faits divers. Le premier va nous emmener dans le nord-est, dans le Jarnisy, en Meurthe-et-Moselle, dans les alentours de Jarny. Alors, c'est une affaire qui... je me suis dit, waouh. Vous allez comprendre, voilà, j'aime bien toujours faire une petite approche un peu putaclic au début des affaires, et au final c'est jamais grand chose, enfin si, c'est quand même quelque chose pour ceux qui ont dû le vivre. Bref, nous avons reçu un courrier postal à la fin du mois de décembre. On parle d'un couple. On était convoqués dès le lendemain auprès d'un officier de police judiciaire. On ne savait absolument pas pourquoi, et il y avait seulement une mention précisant que cela concernait l'état civil de notre enfant. Évoque cet habitant du Jarnisy que nous appellerons Pierre. L'anonymat doit être préservé car l'enquête est toujours en cours. Sa conjointe Sophie exprime une impression vertigineuse. On s'est fait tout un monde, on s'est vraiment demandé ce qu'il nous voulait et surtout ce qui a bien pu se passer avec la petite qui a à peine plus d'1 an. Alors à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé avec la petite qui a à peine plus d'1 an par rapport à son état civil? Tu peux répéter le début s'il te plaît?
C'est à l'écran, au pire. C'est exactement ce que je viens de Ils dire. ont Je pris, suis pas sur ton écran. Ah. Du coup, Attends, ils je ont pris regarde. pour un... À l'école, ça le prend pour un garçon? alors, on parle d'un couple qui est convoqué par un officier de police judiciaire par rapport à l'état civil de leur enfant qui a à peine plus d'1 an. Vous ne pouvez pas imaginer. En fait, j'aime bien poser des questions, mais en fait, c'est introuvable. Hein. La petite, elle a un prénom de fou. Hmm. Non, ils auraient été attrapés avant. Ouais, bah ouais. Alors, Sophie et Pierre essayent d'appeler par téléphone la police judiciaire à la recherche d'éléments qui pourraient les renseigner sur l'objet réel de leur convocation, mais leur répond que c'est confidentiel et qu'ils doivent impérativement se présenter. Le récit, merci République à loin. Après une courte nuit, le couple arrive donc au commissariat. La première question qu'on nous a posée, où est votre enfant? À ce moment-là, le stress et la compréhension augmentent encore. Le policier qui les reçoit leur explique que l'enfant s'est fait usurper son identité. Wow. Oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà, quand tu as 1 an, tu peux Ah, mais un an, c'est une dinguerie. Putain. Une formule vague qui ne dit pas grand-chose aux parents. Dans un premier temps, un homme, a priori sans papier, se serait procuré de manière illicite le numéro de l'acte de naissance de leur fille, lui permettant ainsi d'abord d'adresser une demande de congé paternité auprès de la caisse d'allocation familiale. Wow. 2 mois après, il a envoyé un acte de naissance. Les noms et les prénoms n'ont rien à voir, mais le numéro de l'acte de naissance correspond bien à celui de notre enfant. Que voulait cette personne? Des papiers pour son enfant qu'il tente de faire venir en France ou pour lui-même? Pour l'heure, les enquêteurs ne peuvent qu'émettre des suppositions. Alors, à votre avis, comment ils se sont rendus compte de l'usurpation d'identité au niveau des services administratifs? C'est pour une raison vraiment toute bête. C'est pour une raison... La date de naissance? C'est pas forcément la date de naissance, mais ça peut avoir un lien. D'accord. On a... Je sais pas. Quand est-ce qu'on fait de l'administratif avec son gosse quand il passe au médecin, peut-être? Quand tu vas faire sa pièce d'identité, par exemple, passage au médecin, il est sur ta carte vitale, donc non. Bref, vous allez voir. Sion, ouais. J'ai pas entendu. Ouais, mais c'est Je pas me à dis, ce ça moment-là peut que tu plus vas être avoir lié à une la contrôle carte de vitale parce cohérence. que la carte d'identité, tu peux la faire très tard. Moi, la première, je l'ai faite au collège. Ah oui, tu peux la faire très tard. Vous cherchez loin, Donc, je sais vous allez pas. voir. On va avancer un petit peu dans l'article. L'usurpation d'identité qu'a subi cette famille n'est hélas pas sans conséquence. Nous n'arrivions pas à nous faire rembourser des médicaments, se souvient la maman. Sur le moment, on n'y a pas vraiment fait attention, mais en fait les organismes CPAM, CAF, etc. avaient tout bloqué. Les parents n'ont été mis au courant de toute l'affaire dans un second temps par les policiers. Et dire que c'est un détail qui a mis la puce à l'oreille d'un employé de l'administration, raconte encore Sophie et Pierre. Le faux document était quasiment parfait. Donc on parle de l'acte de naissance. Même police, même signature et tampon. Mais l'acte de naissance avait été dressé un dimanche. Or, aucune administration n'est ouverte les dimanches, c'était bizarre. Depuis le dépôt de plainte, les dommage. parents sont munis d'un document qu'ils doivent joindre à toute démarche présente ou à venir, l'entrée à la crèche, etc. On nous a dit qu'il allait falloir être vigilant jusqu'à sa majorité. Si on ne l'avait pas su, elle aurait pu avoir des problèmes au moment de passer un examen ou même le permis de conduire. Si l'autre personne l'avait passé avant, ça aurait encore fait une incongruité qui bloque les démarches. Enfin bref, voilà le titre. Jarnisy, leur bébé de 1 an, victime d'une usurpation d'identité. Mais j'avoue que le coup de... Il y a un gars qui a vu la date qui s'est dit c'est bizarre, c'était un dimanche. Faut le faire. Ouais. GG à lui, hein. Purée, bien joué, ouais. C'est cohérent, ouais. C'est cohérent, effectivement. Voilà, donc c'était notre petit fait divers du Nord-Est. On part dans le centre. Alors, trigger warning. Trigger warning. J'allais dire agression sexuelle. Voilà. Alors, par où je commence? En fait, je peux pas commencer par un endroit dans tous les cas. On va voir vite de quoi il en retourne. Alors, ça s'est passé près de Vierzon, il me semble, dans le centre, mais c'est un article de La Provence qui nous en fait part. En gros, un couple de trentenaires a été mis en examen hier, donc pour nous avant-hier, mardi, par le parquet de Bourges pour des faits d'agression sexuelle incestueuse sur leur bébé, mais aussi pour détention et captation d'images pédopornographiques et placé en détention provisoire. Résidant dans le nord du Cher, le couple a été interpellé dimanche pour des agressions sexuelles commises sur leur fille âgée de moins d'1 an. Les deux parents sont aussi soupçonnés d'avoir filmé les agressions. Des faits qu'ils ont reconnus lors de leurs auditions, a précisé le parquet de Bourges.
Un signalement intéressant. avait été effectué par les services de la protection maternelle et infantile et l'enquête avait été confiée à la brigade de recherche de Vierzon. Mis en examen mardi, ils ont été placés en détention provisoire par un juge des libertés de la détention conformément aux réquisitions du parquet. Le père avait déjà été condamné pour des violences conjugales, mais aussi pour viol sur mineur, pour des faits remontant à 2009. Il avait alors été condamné à Magnifique. 2 ans de prison avec sursis probatoire. La mère, elle, n'était pas connue de la justice. Ils ont couru une peine maximale de 10 ans de prison. Bref, ce titre, cher, un couple mis en examen pour des agressions sexuelles filmées sur leur bébé. Voilà, j'appelle aussi toujours des fois ce petit tour de force des faits divers. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Fait divers ouais, petit tour de la France sombre. Ah ouais. T'en Non, es mais vraiment dans la diagonale du vide. Ah ouais. Non, voilà, c'est le genre de fait choquant qu'on voit pas tous les jours, j'allais dire. Mais waouh. C'est. capte Ouais, pas. T'imagines c'est ce qui te assez passe par choquant. ta tête pour faire ça, putain. Capte pas, ouais, Bah, c'est simple, difficilement t'es un abruti. compréhensible. Déjà l'acte en lui-même, et en plus tu dis, ah tiens, on va le filmer. Non, c'est trop. Hein. Ouais, c'est beaucoup trop. Pitié, ne reproduisez pas ça chez vous. Je Vraiment. vais malheureusement dire qu'aujourd'hui, plus grand chose m'étonne. Ouais. À la rigueur, filmez, mais ne faites pas l'acte. À la rigueur, ça peut être pas mal. Comme ça, Ah. au moins c'est rigolo, quoi. Vous voyez, c'est juste une vidéo de votre bébé, c'est sympa avec vous. Ah oui, tu dans ce Mais sens-là. l'acte, en Ouais. vrai, Oh putain, la vache, j'ai eu peur! Oh la Bah, vache! quand même. J'étais en train de voir rouge là! Heure du décès, Mais oui, 19h16. Je parle de ma chaîne Je Twitch. pensais que évidemment. c'était compréhensible. Bah, Ah en ouais, fait- non, moi je pensais que tu disais En autre chose fait- encore pire. En fait, j'espérais que ce soit ça, tu vois, du coup. J'espérais Ouais, que j'avais bien compris ton truc, mais je me suis dit, j'ai peur quand même que il ait Bah fait la écoute, je vous ai blague mis de une trop. frayeur, au moins c'est gaulerie. Merci Ah non, mais Anthony moi- pour la gaulerie Non, frayeur. filmer des bons souvenirs en famille, quoi, c'est tout. Il n'y a pas de... Ah putain, les bons souvenirs! Baisse-toi et tous! Tu vas voir, ça va passer comme papa dans maman! Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, Ah, mais le souvenir pas putain! dingue. Bienvenue dans le 19h. 19h passé de 17 minutes et nous allons passer du coup déjà à notre dernier fait divers de la semaine. On part dans le sud-ouest. Alors, c'est un peu plus léger. Que s'est-il passé dans la nuit du 10 au 11 février à Montgiscard, une petite commune au sud de Toulouse en Haute-Garonne? Une voiture s'est encastrée dans une maison avant de prendre la fuite sans que personne ne se rende compte. La famille qui vit dans la bâtisse n'aurait en effet pas été perturbée dans son sommeil. Ils ont visiblement tous le sommeil aussi lourd que moi. Le père de famille m'a dit qu'il avait bien entendu un bruit vers 4h ou 4h30, mais qu'il était dans son sommeil et qu'il s'était aussitôt rendormi, relate le maire. La maison, elle, présente un trou béant d'1,50 m dans sa façade, précise le maire. À son arrivée sur les lieux de l'accident au petit matin, il n'y avait plus de voiture, elle avait disparu. Tout ce qu'il y avait, ce sont des bouts de pare-choc, de phares et des débris. Le bâtiment menaçant de s'effondrer, un étayement a dû être réalisé. Pour l'édile, c'est une vitesse excessive qui est à l'origine de l'accident. C'est une voiture qui devait arriver vraiment très vite. Elle a traversé le rond-point car nous avons une vingtaine de petits arbustes au milieu qui ont été complètement pliés. Et elle a dû s'envoler ensuite car il n'y a quasiment aucune trace au sol, estime-t-il. Elle a ensuite fini sa course dans la façade de la maison située de l'autre côté en contrebas, qui est quand même à une dizaine de mètres de la route. Plusieurs interrogations demeurent. Comment le véhicule a-t-il pu partir? C'est incompréhensible, c'est vraiment un sketch, juge Laurent Forest, qui est le maire. Et qui était à bord? Il est difficile de s'imaginer quand même, vu le choc que là où les personnes dans la voiture n'aient pas été blessées, pour que tout ait disparu comme ça, c'est qu'il devait vraiment avoir des choses à se reprocher, et certainement pas de petites bêtises. Quelqu'un a dû venir les récupérer avec un véhicule de remorquage, suppose le maire. Donc voilà, ce titre, c'est vraiment un sketch. Une voiture s'encasse dans leur maison, la famille ne se rend compte de rien, le conducteur s'enfuit. Pas mal. Un titre en 3 C'est- parties, et c'est vraiment un sketch, ouais. Avec le classique chic de la photo pimpon en miniature. Bien évidemment. Photo d'illustration. Mais c'est vrai que c'est assez dingue que la voiture ait pu repartir. Et s'il y a eu remorquage, c'est vraiment dingue que personne se soit réveillé. Hein. Parce que une remorque, Oui, quand même. Ok. il faut le faire. Enfin, il faut le faire. Non, Ouais, il faut ouais, pas le faire. Hein. Il faut pas le faire. Ne faites pas ça C'est à chez la vous. rigueur, Mais, un choc soudain, si t'es dans un sommeil lourd, que tu entends à peine le choc et que tu te rendors, ça peut se comprendre. Ouais. Allez. Mais si derrière il y a eu remorquage,
C'est vrai que c'est assez surprenant. Parce que le sommeil très lourd, je peux comprendre, ça existe. Bonjour à tous. Mais quand même. J'allais dire bonjour, hein. Mais Non, toi, la clairement, dans différence, la c'est que si on sommeil- te frappe, tu te réveilles normalement. normalement. Moi, non. Mais j'ai eu la preuve très récemment de cette situation de tu te rendors immédiatement. J'ai une barre d'haltère qui est tombée chez moi. Ah, Et quand ça tombe sur le sol, ça fait un sacré boucan. visiblement, oui. Ouais. Je l'avais déplacé de mon bureau, mis en diagonale dans ma chambre, sans plus faire gaffe parce que j'étais en train de nettoyer mon bureau. Ok. Je vais dormir la nuit en oubliant cette barre. J'entends un BAM directement sur mon lit. Mon cerveau, il fait qu'est-ce qui s'est passé? Et je me réveille le lendemain, tu vois, à 6h. Je vois la barre à moitié couchée sur le lit, au-dessus de ma gueule. Je fais ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je comprends cette personne quand elle dit que il s'est endormi tout de suite, il pensait que c'était le rêve. Voilà, merci pour cette anecdote, Monsieur Dianork. Bref, on part à l'international. Et si, comme ça là, on partageait une bonne nouvelle. J'en parlais en titre. Alors bon, c'est image d'illustration. Bonne nouvelle, l'année 2020 est finie, ça m'a fait rire. Mais rien à voir avec la RATP, rien à voir avec Paris, vu qu'on part aux États-Unis. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous, mais c'est une bonne nouvelle pour un Américain. En fait, ça va aller très vite. En fait, il a acheté un ticket, tu sais, un gratte-gratte. Et il commence à le gratter. Et là, il se dit, putain, j'ai gagné $1000. Il y a marqué et tout, faut aller claim le gain à la loterie. Il est en mode, putain et tout, incroyable. Sauf qu'il n'avait pas gratté la seconde partie du billet. Il n'avait pas gagné $1000, le con. Il avait gagné 2 millions de dollars. Ah ouais, bien joué ça. Ah, en vrai, la surprise, elle est mieux que. Voilà. Ouais. Donc, titre de l'article de West France sur lequel j'ai vu ce truc. Et il pense avoir gagné $1000 à la loterie et se rend compte en fait qu'il est millionnaire. C'est une bonne nouvelle pour lui. Et je me suis dit, ça, Plutôt sympa. voilà, ça serait plutôt sympa après un petit tour de France de faits divers. Alors, du coup, voilà. D'après le site de la South Carolina Education Lottery, ses chances d'empocher $2 millions à ce jeu étaient d'1 sur 1 460 000. Si le gagnant n'a pas indiqué ce qu'il comptait faire de son pactole, il a assuré d'être soulagé. Je peux respirer maintenant. Je pense que ça peut se comprendre. Enfin bref, voilà. Ouais. C'était la petite actualité internationale de la semaine. Tranquillou bilou. Voilà. Très bien. Bon, après, attention. Une petite mauvaise maladie, une petite hospitalisation, il y a 1 million qui part. Mais, Oui. bien joué quand même. C'est vrai qu'on Ça- est aux ça amortit, États-Unis. ça- C'est vrai que, ouais. Un petit heureusement que rhume, tu me ça rappelles fait un qu'on est aux matelas. États-Unis. Un petit rhume et c'est finito. Ah là là là. Bref, allez, on va parler d'une grève dans le secteur du jeu vidéo maintenant, la STJV qui est appelée à la grève générale aujourd'hui. Alors la STJV c'est quoi? C'est le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, un syndicat français qui a fait appel à une grève générale, tout simplement. Alors je sais plus si j'avais bien bougé mon diaporama en dessous, ça va être suspense. Oui! Voilà, alors je sais pas par contre si ça a été bien suivi, j'ai pas trop eu le temps de chercher l'info. Mais en tout cas, en gros, ils avaient 4 exigences, ce syndicat. 1. Le maintien des emplois, l'annulation des licenciements et la responsabilisation des décisionnaires qui doivent se sacrifier en priorité quand leur entreprise est en difficulté. 2. La transparence des entreprises sur leurs finances et santé économique pour que les travailleurs et travailleuses puissent se projeter sur leur futur et le partage des bénéfices avec elles et eux. La prise en compte de la santé au travail et de la vie personnelle par la réorganisation du travail et la réduction du temps de travail. Et 4. La participation directe des travailleurs et des travailleuses aux prises de décision dans leur entreprise pour éviter les erreurs de leur direction et contrôler le bon usage des financements privés et publics. Alors je sais que ces dernières années, il y a eu beaucoup de polémiques vis-à-vis des conditions de travail dans le secteur du jeu vidéo. Je regarde les exigences qu'il y a là, j'ai l'impression de voir des exigences d'une entreprise, on va dire lambda, on va dire presque en France. Hein. Pour le peu de ce que j'ai vu d'exigences syndicales sur on va dire vis-à-vis de certaines entreprises. En tout cas, voilà, je voulais en parler parce que je me suis dit c'est quand même assez important, c'est assez rare les grèves dans ces secteurs quand même, ou des grèves Ouais. qui font autant parler d'elles en tout cas.
Voilà. Après, je sais que c'était aujourd'hui, mais je ne sais pas si ça a été beaucoup suivi ou pas. Voilà. Mais je voulais en parler. Bah, Non, je vais j'en ai un peu entendu rebondir par rapport à parler. ça sur le secteur du jeu vidéo. Ouais. Et je suis désolé, je te Vas-y. laisse parler, Anthony, je t'ai coupé. Ouais, je vais te rendre la parole vite fait. Juste, je voulais juste dire que j'en avais légèrement entendu parler. J'avais vu aussi sur certains streams des cagnottes qui étaient partagées Ah, pour la pour caisse de grève, pouvoir ouais. soutenir les grévistes pour la caisse de grève, ouais, exactement. Et du coup, je te laisse dire. On est. Alors là, je vais parler purement de mon avis personnel là-dessus. Yes. Les entreprises de jeux vidéo, ce sont juste des adolescents qui n'ont pas encore appris ce que c'est le monde du travail industriel. Voilà. Non, littéralement, pourquoi je dis ça, c'est j'ai quand même un fondement où je compare ça sur des métiers qui sont beaucoup plus vieux historiquement, Mhm. tels que, je vais prendre l'exemple le plus con qui est dans mon domaine, électricien industriel. Ouais. Euh, Par rapport au domaine du jeu vidéo, on a des métiers qui ont une organisation qui a été qui est mise en place depuis des années avec une hiérarchie qui date d'une époque révolue. Et derrière, avec des règles claires. C'est-à-dire, si ton chef il dit tu fais ça, tu fais ça. Mais ça, c'est normal. C'est dans la mentalité de l'entreprise industrielle. Du monde de l'industrie sidérurgique, notamment, je vise. Mm. Tandis que le jeu vidéo, on est typiquement sur une nouvelle branche de métier. On va retrouver des personnes qui sont, on va dire, de génération plutôt récente. Et avec des chaînes hiérarchiques qui sont encore à construire de manière efficace, notamment la question importante de qui prend les responsabilités. Donc du coup, on se retrouve avec des responsables et des managers qui ne sont pas formés à être managers et qui prennent des décisions horribles pour leurs équipes et inhumaines même, notamment les périodes de crunch. Et voilà en très très gros mon avis là-dessus, où bon bah ça reste un monde managérial Mm. encore jeune et qu'il faut encore de l'expérience avant qu'il y ait quelque chose d'intéressant en termes d'organisation de travail, temps de travail et respect de la vie privée. Bah, là-dessus, je vais rebondir un tout petit peu. Moi, en fait, je suis pas totalement d'accord avec le fait d'appeler ça quelque chose de relativement jeune. Alors, c'est vrai, par rapport à d'autres métiers, c'est relativement jeune, mais on rappelle quand même que le secteur du jeu vidéo, c'est un truc qui a surtout pris déjà son essor dans les années 80. On rappelle que ça fait Bien sûr. déjà donc un peu plus de 40 ans que ça a pris son essor, que ça s'est bien diversifié. Les problèmes dont on entend parler maintenant qui sont bien médiatisés, c'est des problèmes qui existaient justement déjà il y a 30-40 ans. Donc Oui. voilà, après voilà, en fait ça ne change pas grand-chose dans les commentaires, c'est juste le fait d'appeler ça quelque chose de jeune, j'étais pas totalement Bah, d'accord. Parce que globalement, je vois les personnes qui travaillent dans ces domaines-là sont quand même des personnes, je pense, expérimentées, surtout celles qui sont là justement depuis plus de 40 ans, qui doivent être maintenant près de la retraite, du coup. Enfin, bref, voilà. Bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'expérience en termes de boulot, mais quand on compare par rapport à un âge de métier industriel tel que l'électricité en 1870, on en parlait, enfin en Oui, 1900, on en parlait déjà, tu vois. bien évidemment. Donc c'est des métiers qui sont beaucoup plus loin historiquement et qui datent d'une autre époque managériale. Ouais. C'est pareil, on parle d'une grande échelle de temps. Je vois ce que tu veux dire, mon Mm. terme était mal choisi. Mais Ouais. pareil, jeux vidéo, c'est l'un des rares domaines, on va dire... Alors non, pas des rares domaines, c'est pas tout à fait ça que je voulais dire. Mais on est sur des domaines où, littéralement, ces années-là, l'entreprise du jeu vidéo naissait dans un garage. Hmm. Qui est pas du tout la même chose quand je parle d'industrie, où on parle tout de suite d'un domaine qui ne part pas d'un domaine particulier pour aller vers un domaine industriel. On est déjà en industrie, Mm. on va déjà acheter des locaux qui permettent d'installer des machines, etc. Hmm. Partir d'un garage, je suis en train de me dire. Là. Tu regardes les premières entreprises qui ont C'est percé dans le jeu vidéo, ça n'a rien à voir en vrai. Hein. c'est un exemple. C'était des entreprises qui étaient déjà très bien implantées en base et qui se sont juste converties sur le moment. C'était un exemple des devs. Mais en termes de compétences managériales, c'était pas la même chose. Ok, Après, je parle en France. Aux États-Unis, c'est totalement différent. bien évidemment. Voilà. Ah bah c'est bien, putain c'est rare qu'on arrive à parler autant sur un sujet quand même pareil dont on le connaît aussi peu en vrai.
Après, ouais. Après, mon argumentaire est totalement non appuyé parce que je suis en train de rechercher une maison et un appart en même temps. Littéralement. Au écran. Putain. Bref, allez, on va juste avancer parce qu'il est, il est déjà 19h passées de 19h30. 30 minutes. Voilà, ceux qui sont ici, il n'y a pas d'émission, il y en a encore deux petits sujets. Alors, je vais me servir d'un article d'AutoPlus pour parler du cas de l'Allemagne en termes de sécurité routière. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que l'Allemagne, sur pas mal de publications sur les réseaux sociaux, j'en entends parler, j'en entends parler beaucoup dans les commentaires avec les gens qui disent oui, au moins en Allemagne ils ont moins de problèmes parce que eux ils peuvent foncer, ils peuvent rouler bien au-dessus de 130 et tout le bordel, on n'est pas au ralenti. Alors, il y a plusieurs choses qui font démentir ça. De un, merde, j'ai pas appuyé sur le bon truc. Voilà. De un, mon expérience personnelle, j'ai déjà roulé en Allemagne. Autant dire que rouler en Allemagne, c'est un carnage. Imaginez, vous êtes sur l'autoroute sans limite. Vous vous faites plaisir. Vous roulez à 180. Il y a un petit virage et tout le bordel, mais genre le genre de virage que tu arrives à passer à 160, tu vois, sur l'autoroute, c'est virage un peu. Quand soudain, un panneau 90. Sans aucun préavis. C'est ça la route en Allemagne. C'est vraiment. C'est une succession de j'accélère, je freine quand tu n'es pas initié. Ce qui fait que. On va venir au deuxième truc. Loin de l'image de conducteurs lancés à des vitesses vertigineuses, les données révèlent une autre réalité, les données d'une étude de l'Institut de l'économie allemande. Selon cette étude, la vitesse moyenne observée sur les tronçons d'autoroute sans régulation stricte s'établit à votre avis? 100... J'ai pas 110. écouté. En gros, la moyenne observée de vitesse sur les tronçons d'autoroute sans régulation stricte, sans limite de vitesse. c'est quoi? 100, Je descends à 110, 100 comme même. l'a dit Anthony. Et t'avais dit combien, Dialorc? Tu vas être à 100, 110 selon les tronçons, comme il a dit Anthony. Voilà, bah vous n'êtes pas très loin, la vitesse moyenne s'établit à 113,5 km/h. Un chiffre bien en Pas mal. deçà des craintes relayées par certains défenseurs d'un plafonnement généralisé. Mieux encore, 83% des conducteurs restent sous la barre des 130 km/h, qui est la vitesse recommandée. Les autoroutes sur des portions-là ne sont pas limitées, mais recommandées à 130 km/h. Seuls 10% adoptent une allure comprise entre 130 et 140 km/h, et à peine 1% des automobilistes dépassent les 160 km/h. Alors, pourquoi les Allemands roulent-ils à cette vitesse alors qu'ils sont libres d'écraser à l'accélérateur? Selon le média Spiegel qui relaie cette étude, cette tendance s'explique notamment par l'utilisation accrue des régulateurs de vitesse et une prise de conscience individuelle de la consommation de carburant. Parce que rouler vite, ça consomme Ouais. beaucoup. Vraiment beaucoup. D'où le fait que certains d'ailleurs préfèrent rouler à 110 sur l'autoroute, par exemple en France, même limité à 130 pour pouvoir économiser un peu sur un long trajet, par exemple. Oui, non, ça s'appelle des blaireaux. Les automobilistes semblent donc opter volontairement pour une conduite plus raisonnable, limitant ainsi les risques d'accident tout en optimisant leur consommation en carburant ou en électricité si vous faites en voiture électrique. Autre fait marquant, la vitesse moyenne a baissé ces dernières années parce qu'elle était à 116,5 km/h en 2021 avant de chuter jusqu'à 113,5 l'année dernière du coup. Et voilà, parce qu'en Allemagne, il y a beaucoup de débats depuis toujours sur est-ce qu'on devrait pas quand même finir par encadrer la vitesse sur l'autoroute, ce serait pas plus mal, mais Ça... Vas-y, excuse-moi. mais visiblement, voilà, en fait, l'étude, elle montre que bah les Allemands, ils ont l'air suffisamment civilisés pour pouvoir se réguler visiblement tout seuls. Quand ils connaissent leurs autoroutes, j'allais dire. C'est très compliqué de juger parce que réellement, il faut faire une étude statistique d'accidentologie. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que l'autorégulation de la population, c'est-à-dire qu'on ne mise pas sur la frustration, n'est pas un meilleur levier d'action pour la sécurité routière que la contrainte à tout va, comme on peut observer dans d'autres pays voisins. Surtout que il me semble, là je le dis du coup avec des passettes, il me semble que les chiffres de l'accidentologie au moins du nombre
de décès sur les routes en Allemagne, il n'est pas pris en compte dans les études sur les tronçons sans limitation, il me semble, mais je ne suis pas sûr. Oui, parce qu'en fait, alors, il me semble en avoir entendu parler, et la justification que j'avais entendue, mais ça reste du conditionnel, et qui serait logique, c'est dû à l'attirance touristique de ces autoroutes. Ok. Mais je ne suis pas sûr. Bah, c'est simple, attends, je vais faire une petite... je tente, on va faire une petite recherche Google en vitesse. Et on pourra passer d'ailleurs au Clicker Story et on parle de sécurité routière aussi, tant qu'à faire. Ouais. C'est que Ok, Galant d'accord, pour ça. aura fini cette petite cette petite recherche, comme ça je prépare à vous montrer cet article incroyable qui a changé de titre depuis que je l'ai sélectionné. Ah mince. Et ouais, mais inquiétez pas, je me souviens de son ancien titre. Oh putain, par contre le site est encore plus chiant que l'autre article, alors que c'est le même site que celui dont je viens de relayer l'article. Hein, Alors, juste quelque chose de très intéressant, je rebondis. La première chose que tombe sur l'Europe, le nombre d'accidents mortels au travail, donc ça compte les accidents de travail, et sur le trajet est toutefois tombé au niveau le plus bas de l'histoire de l'assurance accident légale en 2023. Ok. Il y en avait 610 l'année précédente, et 2023, il y en avait plus que... il y en avait 610, et l'année précédente, il y en avait 671 Ok. accidents. Alors, confondu travail et trajet. Hein. Ok. Bref, allez. C'est l'heure du Clicker Story, la fin des 130 km sur l'autoroute. Alors ça, c'était avant que l'article change de titre. Mais en gros, c'était ça. En gros, le titre, sur le site AutoPlus, il affichait, en gros, les 130 km/h sur l'autoroute, c'est fini. On augmente la vitesse. La vitesse maximale va augmenter. Alors moi, je regarde Ouais. ça, je vois le titre, je me dis, c'est quand même un peu gros. Ça me semble être un bon Clicker Story. Alors, je clique et voici l'article. Vous allez vite voir où est le problème. En règle générale, on emprunte les autoroutes pour aller plus vite d'un point A à un point B, et ce grâce aux limitations de vitesse qui sont plus élevées sur le réseau secondaire. En France par exemple, il est possible d'aller jusqu'à 130 km/h sur certains tronçons, et même s'ils se font de plus en plus rares. En effet, la tendance est plutôt à la réduction de vitesse, alors que même l'Allemagne envisage de supprimer les portions illimitées. Mais pourtant, aux Pays-Bas, le gouvernement a pris le contre-pied et décidé de revoir la vitesse maximale autorisée à la hausse sur certains tronçons de son réseau rapide. Et vous allez voir qu'il y a encore un autre problème. Déjà, le premier problème, on parle pas de la France. Bon, voilà. Ouais. On aurait pu s'en Ouais. douter. Jusque-là, ça allait dans le titre. Tu vois, genre tu dis, ok, je me suis fait avoir, ils parlaient des autoroutes. Ils m'ont eu, c'est fini les 130. Eh ben non. Et pour cause, le gouvernement néerlandais vient de faire une annonce qui devrait ravir bon nombre d'automobilistes, la suppression de la limite à 100 km/h sur les autoroutes. Oh, maman. Mais tu me disais pas le contraire, monsieur, le titre de l'article? Cette décision marque un retour en arrière par rapport à une mesure adoptée en mars 2020 alors que la pandémie de Covid-19 battait son plein. Dans un document officiel récemment publié, un passage en particulier a attiré l'attention des observateurs. Il est indiqué que la vitesse maximale autorisée dans les autoroutes sera portée dans la mesure du possible à 130 km/h. A noter que cette mesure sera appliquée sur 3 tronçons de la 7 seulement et non sur la totalité du réseau. Voilà, après bon... on Attends, parle- mais l'A7, on est revenu en France ou c'est l'A7 non, c'est la 7 néerlandaise aux Pays-Bas. Donc Ok. voilà, parce qu'en gros, ils étaient passés des 130 aux 100 km/h globalement. Et du coup, voilà, Ouais. les 130 km/h, c'est fini. En fait, c'est fini depuis 5 ans. De deux, en fait, du coup, on parle que c'est fini pour les 100 km/h, ça remonte à 130, mais seulement sur 3 tronçons d'une autoroute. Dans notre pays. Et du coup, le titre a été remodifié parce que c'est un article qui a été fini en article sponsorisé, c'est pour ça que je l'ai vu. Il se faisait défoncer dans les commentaires et depuis le titre a changé, c'est devenu la vitesse maximale augmente sur les autoroutes. Genre, juste ça. C'est pas mieux. C'est... Alors, ça me fait penser, j'ai vu alors, plutôt un debunk d'article très récemment par rapport au contrôle technique sur les vieilles voitures. Ouais. Selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Juste avec contrôle technique vieille voiture. Quel serait le contenu de l'article?
Alors, je sais que ceux qui ont des vieilles voitures, ils râlent parce qu'il y a beaucoup plus de points qu'avant, ils sont plus sûrs de passer. Après, je sais pas de ce dont va parler l'article, j'y connais rien moi là-dessus, donc Perdu. ouais. Alors, l'article parlait de ça y est, les vieilles voitures vont avoir un contrôle technique obligatoire tous les ans. C'est pas déjà le cas. Ouais. Ouais. Ok. C'était une proposition littéralement d'un groupe de contrôle en Allemagne. Aïe, 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 aïe. Le gouvernement n'a même pas prêté attention à cette demande. Quel est le rapport avec la France? Et ouais. Ah, mais je te Ouais. jure. C'est hormis juste ça, c'était en Allemagne. Ah, d'ailleurs, juste, on parle de cet article d'AutoPlus là, que je vous montre depuis tout à l'heure, mais je viens de me rendre compte un truc. La photo d'illustration en plus, qui est juste en dessous du titre, qu'on ne voit pas parce qu'il y a une grosse C'est en pub France. devant. Mais oui, vous reconnaissez les panneaux français là? Oui, le péage. Donc voilà, et ça m'étonne parce que AutoPlus, de mémoire, il me semblait que c'était pas non plus un truc trop éclaté, tu vois, même si j'ai jamais lu les articles. Mais là, surtout que c'est d'AutoPlus que j'étais à l'article juste avant où je parlais de l'étude sur la sécurité routière en Allemagne, tu vois, genre c'est pas de la merde non plus, Ouais. tu vois. Mais les gars Bref, c'était le Clicker Story de la semaine qui vient clôturer ce 19h avec Ouais. 10 bonnes minutes de retard, mais voilà, c'est un bon vieux 19h. Ah putain, j'ai bien aimé en plus avec, Ouais. avec les deux compères enfin réunis, j'allais dire, qui étaient un peu là par Ouais, la j'ai- ces dernières semaines. Je vais juste dire une petite précision, le contrôle technique c'est tous les 2 ans. Tous les 2 ans, d'accord. Pour les véhicules de plus de 4 ans. Ok. Sachant que dans la particularité en France, on a aussi tout ce qui est classé véhicules de collection. Yes. Qui ont un contrôle technique très allégé. Ah bah oui, du coup, parce que les véhicules de collection, ils sont pas forcément faits pour la circulation On part du principe qu'ils vont avoir une circulation de tourisme très donc limitée. très du coup. légère. Ouais. Et qui sont plus à but de garder en termes de souvenirs, de l'aspect collection, tout ça. Donc, ils ont un contrôle technique allégé. Et on va retrouver, par exemple, notamment sur les 2 chevaux, c'est le meilleur exemple, qui ne sont pas équipés de beaucoup d'organes de sécurité. De dire que, bah voilà, en fait, on va pas la juger selon les règles modernes. Ok. Ou alors sur des véhicules encore plus vieux où tu n'as même pas de clignotant et que tu devais le faire à la main. Ah ouais. Les véhicules que tu démarrais à la manivelle. Ça, c'est très 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 Ouais. bien. Ou qui pouvaient t'arracher un bras si tu t'y prenais mal. Et du coup, ces Mais véhicules-là peuvent circuler, sans doute à une vitesse ultra limitée, j'imagine. De tous les cas, de base, ils roulent pas très vite. Ouais, oui. de toute Déjà, façon. une 2 chevaux, quand t'atteins 90, je suis même pas sûr que c'est capable de le faire. Mais Ouais. ces véhicules, ils ont tout à fait le droit de circuler légalement. Alors, il y a un minimum de sécurité à avoir, c'est-à-dire que ton train roulant doit être en bon état, ne doit pas Ouais. avoir de jeu, il faut que la voiture puisse tenir sur la route, que tes pneus soient en bon état, ne soient pas trop vieux aussi. Tout ça, ce sont quand même des éléments de sécurité qu'on va respecter Ouais, de parce que base. c'est l'état général, voilà, c'est la base. Par contre, des organes type... Alors, c'est un peu compliqué à trouver des exemples concrets, mais les clignotants, sur une voiture, ils doivent être de couleur orange et ils doivent clignoter. Ça, Ouais. par contre, sur les véhicules anciens, étant donné qu'il en est dépourvu, ça ne fait pas partie des points de contrôle. C'est vrai. Mais c'est ce qui D'accord. permet, par exemple, à des vieux véhicules D'accord, ouais. militaires de rouler sur la route légalement. Mais ils sont Mmh. très limités en termes de kilomètres, hein. On parle... Je sais même plus c'est combien de kilomètres qu'ils peuvent faire au maximum, légalement. Ah, c'est limité au kilométrage, ok. Oui, parce que si tu la roules de trop, qu'elle est en... Si tu... En fait, ils considèrent qu'au-delà d'un certain seuil de kilomètres que tu fais, en fait, tu utilises comme un véhicule personnel daily. Ouais. Donc là, il y a nécessité d'avoir les mêmes règles que les autres véhicules. Ok. C'est en Ah, bien. gros ça, la logique. D'accord. On a grandi le retard de Z, là. Ouais, mais Enfin, t'inquiète. de- Désolé. Ça approfondissait le sujet. J'avais pas trop envie de couper. Enfin, j'allais le Oui, faire, oui. mais j'avais pas trop envie de couper. Bref, je rappelle que le programme des streams de la fin de la semaine a changé depuis la semaine dernière. Donc demain, ne vous attendez pas à un live à 18h30 comme c'était le cas depuis le début de la saison. Trackmania, c'est maintenant le samedi à 14h. Et ce sera donc le prochain Ouais. live sur cette chaîne. Voilà, jusqu'à l'heure du goûter.
Super. Visiblement, ça fonctionne bien cet horaire, ça plaît, enfin ça vous plaît, parce qu'il y a que vous qui êtes là. Mais Ça plaît, ça plaît. bah, c'est surtout que c'est moi content que de le faire le vendredi après le boulot. Je suis tout à fait d'accord avec ton affirmation. Voilà. En tout cas, merci Anthony et Nico de m'avoir accompagné sur ce 19h. Faudra remettre ça vite, de préférence la semaine prochaine, vu qu'en théorie c'est tous les jeudis. Voilà, c'est tout. Merci à ENH d'être passé sur la première partie du live sur Picross 3D. D'ailleurs, j'avais pas lu ces 2 derniers messages. C'était à l'arrivée d'Anthony, il disait mais non Anthony, au moins tu te fais pomper. Mais je sais plus à quoi il réagissait avec le au moins tu te fais pomper. Donc on restera sur ce message. Apparemment, je pompe. Très bien. La meilleure déclaration. Ah putain, attends, d'ailleurs, du coup, ce qui est marrant, c'est qu'on le verra juste passer dans la rediff en bas, avec personne qui réagit, et du coup, je me fais un petit mémo titre de VOD. Au moins ça. Ça me fait rêver. Ouais, tu te fais pomper, voilà. C'est le petit bonus qu'on Ça, adore. c'est ce que je vais dire au boulot. Bien joué, ça. Donc voilà, merci VNH pour le titre de la VOD. Pour le reste, à la semaine prochaine, ou à samedi, ou je m'en fous. Un mot de la fin avant que je coupe votre son à vous. À tantôt. N'oubliez pas le savon pour pomper. Bizarre, bref, allez. Oui, voilà, bon, je sais plus faire d'outro, c'est incroyable. À samedi, ou à la semaine prochaine, ou à quand vous voulez, vous passez quand vous voulez, moi je suis là. Normalement.